Salut tout le monde, c'est Dr Soare Mamadou. Aujourd'hui, je vais vous parler du système nerveux. Et pour comprendre le système nerveux, il faut comprendre la neurobiologie, qui est la science qui étudie le système nerveux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau du corps, les cellules du corps se mettent ensemble pour assurer une coordination et une communication interne. Et cela à travers deux systèmes, le système endocrinien et le système nerveux. Alors, le système endocrinien effectue ses activités à travers des messagers des messagers chimiques qu'on appelle les hormones, qu'ils envoient dans le sang. Et au niveau du système nerveux, il y a des messagers qui sont chimiques, mais aussi électriques, qu'ils envoient au niveau des cellules. Alors, le système nerveux travaille selon trois façons. Nous avons les organes des sens et les terminaisons nerveuses, mais aussi nous avons la moelle osseuse et nous avons le cerveau. Alors qu'est-ce qui va se passer? Au niveau des organes des sens et puis des terminaisons nerveuses, l'information est reçue et l'information est envoyée au niveau de la moelle épinière qui l'envoie au niveau du cerveau pour procéder. Alors, le cerveau et la moelle épinière vont procéder cette information en se basant sur des expériences anciennes et pour générer et demander au corps de générer une réponse adaptée à la situation. Donc, le cerveau et la moelle épinière ordonnent premièrement les muscles et les glandes afin d'exécuter la commande et de générer la réponse. Nous avons le système nerveux à deux divisions majeures sur le plan anatomique. Nous avons le système nerveux central qui est composé du cerveau et de la moelle épinière. Nous avons aussi le système nerveux périphérique qui est composé de l'ensemble du système nerveux à l'exception du cerveau et de la moelle épinière. Alors, lorsqu'on essaie de voir au niveau du système nerveux central, nous avons dit que le cerveau est logé dans la voûte crânienne. Nous avons la moelle épinière qui est logée, n'est-ce pas, dans la colonne vertébrale. Mais lorsqu'on parle du système nerveux périphérique, nous avons les nerfs qui proviennent d'abord du cerveau, mais à travers des foramènes des foramènes au niveau crânien, mais aussi des foramènes au niveau, n'est-ce pas, de la colonne vertébrale. Et nous avons des ganglions qui sont des petits organes arrondis qui sont disséminés un peu partout dans nos corps. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le système nerveux périphérique a des divisions selon la fonction. Nous avons la division sensorielle et nous avons aussi la division motrice. La division sensorielle est aussi appelée efférente et la division motrice est appelée efférente. Et la division sensorielle est appelée afférente et la division motrice est efférente. Alors, la division sensorielle afférente véhicule l'information, n'est-ce pas, des récepteurs sensitifs tout au long du crâne. Alors, il le fait à travers la corne postérieure de la moelle épinière et ensuite au cerveau. Alors que la division motrice le fait à travers la corne antérieure de la moelle épinière, c'est-à-dire au niveau des racines postérieures et antérieures des nerfs et racidiens. Alors, nous avons aussi des subdivisions. La division sensorielle a des subdivisions. Nous avons la division sensorielle somatique. Nous avons aussi la division sensorielle viscérale. La division sensorielle somatique véhicule l'influx sensitif reçu ici, vous allez voir, de la peau, des os et des articulations et qui sont envoyés au cerveau. Alors que la division sensorielle viscérale amène le signal, n'est-ce pas, des viscères, que ce soit abdominales ou bien thoraciques, par exemple les activités des poumons, du cœur et du tube digestif sont transmis ensuite au cerveau à travers la division sensorielle viscérale. Alors, sur le plan motrice et moteur, nous avons la division motrice efférente qui apporte les signaux du système nerveux, n'est-ce pas, aux glandes et aux muscles qui sont porteurs de réponses.
Alors ici aussi, nous avons des subdivisions. Nous avons la division motrice somatique qui apporte les signaux aux muscles, squelettiques, qui entraîne la contraction musculaire, mais aussi, aux glandes, n'est-ce pas, qui assurent ce qu'on appelle le réflexe somatique. Alors, nous avons la division motrice viscérale, le système nerveux autonome, qu'on appelle encore le système nerveux autonome. Ici, il n'y a pas de réflexe volontaire. Parce que ce qui va se passer, c'est que le cœur, les informations sont transmises au cœur ou encore aux muscles lisses du corps. On ne peut pas décider de quand est-ce qu'on va arrêter. On peut peut-être arrêter temporairement sa respiration, mais on ne peut pas décider de quand est-ce qu'il faut arrêter le battement du cœur. Donc c'est pourquoi ce réflexe-là n'est pas volontaire du tout. Alors, lorsqu'on va parler de la division sympathique et de la division parasympathique, la division sympathique comprenait seulement met le corps en activité, c'est-à-dire accélération du rythme cardiaque, accélération de la respiration, mais surtout une inhibition, n'est-ce pas, du tube digestif. Alors que la division parasympathique va ralentir le rythme cardiaque, va ralentir la respiration, mais va stimuler plutôt le système digestif. Alors, on parle un peu des pathologies au niveau, n'est-ce pas, du système nerveux. Je vais parler surtout des pathologies congénitales qui peuvent arriver au niveau du système nerveux, au niveau du développement du système nerveux. Alors, vous voyez, ici, je vais parler d'abord des défauts de fermeture, n'est-ce pas, du tube neural. Ici, ça c'est la colonne vertébrale. Donc, il peut y avoir un défaut de fermeture du tube neural. Et ce défaut de fermeture du tube neural est dû la plupart du temps à une carence en follet. Lorsque la femme en âge de reproduction ne reçoit pas de follet, alors la femme peut donner naissance à un enfant qui a un défaut de fermeture du tube neural. Donc ça veut dire que juste en donnant du follet, on peut, n'est-ce pas, empêcher cette maladie de se procurer. Alors, cette pathologie peut être détachée lors de la consultation prénatale, comme j'ai dit. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il faut mesurer le taux sanguin d'alpha-fétoprotéine. Et l'alpha-fétoprotéine, que ce soit au niveau du sang maternel ou bien au niveau, n'est-ce pas, du liquide amniotique, peut vous donner une information sur, n'est-ce pas, l'état de l'enfant. Alors, la prochaine maladie que je vais parler, ça sera l'anencéphalie. Et l'anencéphalie comprenait tout simplement ici, il y a l'absence du crâne et du cerveau. Alors, vous allez me dire si la vie est possible sans le cerveau. La vie peut-être n'est pas possible, mais la vie peut continuer jusqu'à un certain moment. Alors, ici, le plus important, c'est qu'à l'échographie, vous allez voir des enfants qui viennent avec des gros yeux, qui ressemblent à ce qu'on appelle des enfants grenouilles. Ils ressemblent à des grenouilles parce que tout simplement le cerveau n'est pas là. Alors les yeux, comment on appelle, les yeux prennent, n'est-ce pas, la peine de se développer et il y aura une protrusion, n'est-ce pas, des yeux au niveau de la face. Alors ici, le problème c'est qu'il y aura ce qu'on appelle une polyhydramniose. Et le polyhydramniose, ici vous allez voir, ici il y a le bébé. Et le bébé à l'intérieur ici de l'utérus, nous avons ce qu'on appelle le liquide amniotique. Alors ce liquide amniotique n'est autre chose que les urines du bébé. Alors lorsqu'il y a trop d'urine, le bébé va commencer à avaler ses propres urines. Alors lorsque le bébé n'a pas de cerveau, ça veut dire que le cerveau n'est pas là pour diriger ce réflexe d'avaler. Alors le liquide va s'accumuler à l'intérieur, n'est-ce pas, de l'utérus, et il va donner ce qu'on appelle le polyhydramniose. Alors, la prochaine maladie que je veux attaquer ici, ce sera surtout le spina bifida. Le spina bifida, encore je vais vous montrer au niveau de la colonne vertébrale. Le spina bifida, ici il y a une fermeture, il y a une absence de fermeture du tube neural. Ici par exemple, vous allez voir qu'il y a une petite ouverture à ce niveau.
Alors, lorsqu'au niveau de l'ouverture, vous avez des poils, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle spina bifida occulta. Alors, lorsqu'il y a non seulement des nerfs qui sortent par cette ouverture, mais il y a aussi des méninges. En ce moment, on appelle tout simplement spina bifida. Alors, lorsqu'il y a les méninges et la moelle qui sort par cette ouverture, on appelle ça la myéloméningocèle. Alors, l'autre pathologie que je veux vous parler, ce sera ici ce qu'on appelle la sténose de l'aqueduc cérébral. Et pour comprendre la sténose de l'aqueduc cérébral, ici, je vais vous montrer, voici le cerveau. Et à l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire à ce niveau, il y a ce qu'on appelle le plexus choroïde. Et ce sont ces plexus choroïdes-là qui sécrètent le liquide céphalo-rachidien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce liquide céphalo-rachidien, vous allez voir ici, il y a des ventricules. Je vois. Ici, il y a des ventricules. Lorsque le liquide céphalo-rachidien est sécrété, les liquides vont des ventricules latéraux au troisième ventricule à travers ce qu'on appelle le foramen de Moro. Et du troisième ventricule, le liquide va circuler dans le quatrième ventricule à travers l'aqueduc de Sylvius. Et dans cette pathologie ici, il y a une sténose. Donc, ça veut dire qu'il y a un obstacle, n'est-ce pas, au flot du liquide du troisième ventricule au quatrième ventricule. Et ce qui va se passer, c'est que le liquide va s'accumuler à l'intérieur ici. Et vous allez voir une augmentation, n'est-ce pas, de circonférence de la tête de l'enfant. Alors, ici, le plus important, c'est que il y a l'accumulation de ce qu'on appelle de l'eau ou encore de fluide à l'intérieur de la tête qu'on appelle, n'est-ce pas, le hydrocéphalée. Alors, maintenant, la prochaine pathologie, ça sera la maladie de Dandy-Walker. Et pour comprendre ça, je veux tout simplement que vous payez attention au cérébellum. Et au niveau du cérébellum, il y a ce qu'on appelle le vermis qui sépare le cérébellum en deux parties. Alors, dans cette pathologie, il y a une absence du vermis. Et lorsqu'il n'y a pas de vermis, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une dilatation massive du quatrième ventricule, parce qu'à chaque fois que le cerveau a un vide, il a tendance à occuper ce vide-là. Donc, il y aura une dilatation du quatrième ventricule, et maintenant, qui peut s'accompagner encore de ce qu'on appelle une hydrocéphalie. Alors, la prochaine pathologie, ce sera la maladie d'Arnold-Chiari. Et ici, il y a une extension. Je vais vous donner une analogie. Lorsque vous ouvrez la bouche, à l'intérieur, vous voyez ce qu'on appelle l'amygdale. Alors, au niveau aussi du cerveau, il y a des amygdales. Nous avons une amygdale ici. Voilà, ça c'est le tronc cérébral ici. Vous voyez le tronc cérébral ici. Et tout au long, ici, il y a une amygdale ici. Et lorsqu'il y a une extension de l'amygdale qui va pousser le tronc cérébral et qui va encore bloquer le flot normal du liquide céphalo-rachidien, et cela va entraîner une accumulation encore de liquide à l'intérieur des ventricules. Et là, on va parler de la malformation d'Arnold-Chiari. Cette fois-ci, ça peut être associé à ce qu'on appelle la syringomyélie. Et la syringomyélie, on va parler prochainement dans les pathologies, n'est-ce pas, et de la moelle épinière. Alors, merci beaucoup.